Merci Marie-Ève, en tout cas, pour cette présentation. Merci de m'avoir invitée pour pouvoir parler avec toi de mon parcours. Parce que comme tu dis, là où j'en suis arrivée aujourd'hui, entre guillemets, dans ce stade de guérison, où l'anxiété, c'est devenu plus une boussole, où j'en ai plus peur, où je peux avoir des pensées, mais en fait, elles ne dirigent plus ma vie, où je peux avoir des sensations physiques, mais elles deviennent plus obsessionnelles. Hmm. Euh, Bah oui, ça a demandé tout un cheminement et un parcours en fait. Ça n'a pas été la baguette magique, ça n'a pas été quelqu'un d'extérieur qui est venu, qui a passé sa main sur mon front et qui a fait en sorte que ça y est, Marie n'avait plus d'anxiété ou de crise de panique. Oui. Donc oui, moi j'en ai eu très jeune en fait. Ça s'est déclenché à la base comme ce qu'on appelait au début, on appelait ça en France en tout cas la spasmophilie. OK. On disait que c'était une maladie, en fait, à l'époque, qui était sous forme de spasme, parce que souvent, quand on a des crises d'angoisse, on a ces crispations, on a les mains qui se mettent comme ça, le visage qui peut se crisper aussi. Et donc, c'était, quand j'allais voir les médecins à l'époque, mes parents, ils avaient dit, bon, ben Marine, tu as de la spasmophilie. Et c'était un peu comme quand on pense maladie, on pense comme quelque chose qui se guérit pas vraiment, quoi. Un Genre, je vais diagnostic. devoir vivre avec ça, ouais, voilà, genre j'ai une étiquette et surtout, j'étais même pas encore ado, donc en tant qu'enfant, avoir cette étiquette-là, pour moi, t'imagines le poids que c'est quand on te dit, en fait, tu as une maladie, tu vas devoir vivre avec ça, puis quand tu seras adulte, éventuellement, tu prendras des médicaments et tout, bon, super, pour le début T'avais de quel ma vie. âge? T'avais quel âge? Je vais avoir, je pense, 10 ans, quelque chose comme ça. 10 ans, 11 ans. Je faisais des crises liées à la séparation par rapport à mes peur de quitter ma mère, en fait. Peur d'aller à l'école, peur de dormir chez les copines, peur de faire tout ce qui faisait qu'elle risquait de mourir ou que je pouvais avoir des pensées liées si elle meurt, comment est-ce que je fais pour survivre? Et si moi, d'un coup, je me sens mal et que ma mère est pas là, comment est-ce que je fais? C'était ça la première naissance, de là où elle est venue, la peur. Et puis ensuite, en fait, j'ai eu plein de phases différentes. Donc, j'ai eu la phase hypochondriaque où, parce que on m'avait dit que c'était de la spasmophilie, mais que j'avais d'autres nouveaux symptômes pendant mon adolescence, où je me suis dit, c'est pas possible que ça soit juste dans ma tête, en fait. Les Hmm. médecins, ils ont rien compris. Donc, je vais aller faire tous les examens qui existent sur cette terre, je vais aller voir tous les spécialistes, parce que eux, ils savent, en fait. Et eux, ils vont vraiment trouver quelque chose. Donc, le moindre chose que j'allais trouver, une petite analyse, j'allais voir qu'elle allait avoir une carence en fer ou quoi, j'allais dire, ah voilà, c'est ça le problème. Si je règle la carence en fer ou si je règle ça, tous mes problèmes vont être réglés. Euh, et en fait, petit à petit, vu que quand il y avait un symptôme qui partait, il y en avait un nouveau qui arrivait, j'avais plus un vertige, j'avais alors mal au ventre, j'avais plus ça, je me suis dit, et qu'il y avait quand même un lien un peu avec les événements extérieurs, je me suis dit, bon, c'est peut-être que c'est vraiment un truc dans ma tête, mais à ce moment-là, est-ce que je suis tarée? Est-ce que je suis folle, en fait? Hmm. Si c'est pas un truc finalement physique, si c'est quelque chose de mental et si je suis capable de me créer ça, alors dans quelle mesure je suis saine d'esprit, quoi? Parce Hmm. que c'est quand même grave que moi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de prendre la voiture, j'ai envie de faire des choses, mais consciemment, je ne peux pas le faire. Et pourtant, c'est irrationnel. Donc, c'est là où je me suis dit, ça tourne pas rond. Et il faut savoir que dans mon histoire de famille, il y avait une personne dans ma famille qui avait été un peu diagnostiquée dans un hôpital psychiatrique. Et Hmm. donc, c'était resté dans ma tête que s'il y a quelqu'un dans ma famille qui, dans les gènes, a éventuellement un problème psychiatrique, oh là là là, c'est certain que moi, je tiens ça. Les Je dois croyances avoir de... Voilà. limitantes, les croyances Ah là, limitantes qui viennent avec ça. ouais, qu'on se raconte. Donc, je me suis fait tout un truc. Donc, j'ai eu une phase, on va dire, dans l'hypochondrie, peur d'être malade. Mais j'ai eu une grande phase qui a duré longtemps avec des angoisses mentales. Donc, vraiment très, pourquoi est-ce que je pense ça? Si je pense ça, est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est normal que je ressens? Beaucoup de me questionner sur pourquoi est-ce que je pense ces choses-là, beaucoup d'obsessions et tout. Et dans mes angoisses mentales, ce qui est né, ça a été que pour enlever le mal-être que j'avais avec l'anxiété, j'en ai développé en fait de la boulimie quand j'étais ado. Donc, comme j'étais mal, la chose qui me faisait un peu comme passer à autre chose, c'était de vraiment genre, manger énormément. Et à l'époque, j'avais aussi des vomissements Oui. pendant une phase qui était courte. Et c'est resté beaucoup que dès que j'avais une sensation désagréable, alors tout de suite, j'allais manger du chocolat ou du sucre parce que j'avais l'impression que comme en mangeant du sucre ou en me remplissant, c'est comme si mon anxiété, ça allait mieux. Sauf que, en fait, l'anxiété est toujours là en racine. Je venais juste rajouter quelque chose par-dessus. Donc, souvent, ce vide-là ou cette sensation de mal-être qu'on a,
est toujours à la racine. Et ensuite, on en rajoute des choses. On rajoute, par exemple, des tocs, on rajoute l'agoraphobie, on sort plus de chez soi. En fait, on fait la toile d'araignée dont je parle, tu sais, je disais. On en rajoute plein, ce qui fait qu'après, on se trouve coincé dans notre toile. Mais à la base, il y a toujours cette souffrance de pas s'aimer, de ce vide, en fait, qu'on a en nous. Et c'est quand j'ai été prête à aller voir ça que, enfin, mon cheminement, en fait, il a commencé à réellement se mettre en place, en fait. Ça a duré longtemps, là. Ça a duré des années. Oui, ça a duré des années parce que avant que je prenne conscience de ça, je me reposais beaucoup sur l'extérieur, en fait. J'étais persuadée que ça allait être ma psychologue, mon psychiatre, tel soin que j'allais faire, énergétique, le MDR, l'hypnose, j'ai tout fait, quoi. Je pensais toujours que quelqu'un allait pouvoir m'aider, en fait. J'avais toujours espoir. De l'extérieur, à venir te sauver. De l'extérieur. Et le pire, c'est que en fait, à chaque fois, c'était hyper dur parce que je dépensais beaucoup d'argent. J'en avais pas en plus quand j'étais ado ou étudiante. Donc, j'avais vraiment une partie de mon budget où je travaillais le soir. Je me rappelle, je faisais des stages et le soir, je travaillais pour payer mes séances d'hypnose à cette époque-là dans un restaurant. Et je me souviens, j'allais faire ces séances d'hypnose et tout. Et oui, je sentais qu'il y avait des changements. Donc, en fait, je pense qu'à chaque fois, quand j'ai fait des choses, c'est pour ça que je dis pas il ne faut pas faire une psychanalyse, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas prendre les médicaments, il ne faut pas. Je pense qu'en fait, tout est juste. Et à un moment donné, on est prêt de venir travailler sur nous. C'est juste que ça demande du courage et que parfois, en fait, c'est plus simple de se dire qu'il y a une solution miracle. C'est plus simple de se dire qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui va nous faire une séance de MDR et que ça va enlever tous nos traumas et tout. Mais la réalité, c'est que c'est plus un rapport à soi sur le long terme qu'il faut changer pour développer une vie où finalement on est heureux, on est bien avec soi-même, que juste de venir enlever en fait la crise d'angoisse ou l'anxiété ou le symptôme. Parce que le symptôme, en fait, il est juste la représentation de choses qui déjà ne fonctionnent pas. Mais quand on est dedans, on n'a pas envie de se poser ces questions-là. On a juste envie de sortir la tête de l'eau parce qu'on a en survie, en fait. De s'apaiser, de mettre un pansement, de mettre de justement d'arrêter d'atténuer les symptômes physiques surtout. Parce que c'est physique l'anxiété, hein? C'est ça que les gens qui ne savent pas c'est quoi l'anxiété, souvent, comme mon conjoint, par exemple, il y a eu des stress, il y a eu du stress, mais il n'y a jamais vraiment eu l'anxiété. Puis l'anxiété, c'est sûr que des fois, il y a des soupçons. C'est des fois, quelqu'un peut vivre l'anxiété passagère pour situationnelle, mais il y a l'anxiété qui est ancrée dans le corps aussi. L'anxiété qui est vraiment prenante puis qui est souffrante au niveau des douleurs physiques, au niveau de la digestion, au niveau des tremblements physiques, au niveau, oui, c'est mental, mais c'est aussi dans le corps. C'est comme si le corps ne se repose jamais, 24/24. Exact. Je ne sais pas si c'était comme ça aussi. C'était-tu chronique? C'était l'anxiété généralisée que tu avais aussi? Oui. Et ça a été vraiment des vagues, en fait, avec des différentes, comme je te disais, des différentes thématiques sur lesquelles j'étais. Je dirais que la phase première, souvent, et ce que je vois beaucoup avec les clientes, c'est que souvent, c'est une phase où j'ai eu beaucoup comme crise d'angoisse, attaque de panique. Donc là où j'avais le trouble panique, peur d'avoir une crise, et donc peur d'avoir une crise, peur du moindre petit signe, évitement. J'avais plus peur d'avoir la crise que finalement, j'avais plus de crise, et j'avais peur d'avoir des crises. Donc, quand j'arrivais vers ce stade-là, j'étais plus dans cette phase où j'avais, comme je disais, un peu cette épée de Damoclès toujours au-dessus de ma tête, où j'étais pas tranquille, en fait. C'est-à-dire, toute ma vie allait bien, mais il y avait toujours quelque chose dans ma tête qui me disait « Ouais, mais à tout moment, on ne sait pas, tu sais pas pourquoi là, d'un coup, ça va mieux. Là, depuis 1 an. Pourquoi là, ça va mieux, tu sais? À tout moment. » Et il se passait un truc tout bête. Je sais pas, j'allais rester coincée dans une salle de réunion ou je sais pas, des trucs tout bêtes. J'allais regarder une émission de télé qui allait parler d'un truc. Et là, bam, ça allait repartir dans ma tête, ça allait déclencher les symptômes. J'allais pas savoir les gérer parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait à l'intérieur de moi. Et là, j'allais redéclencher le cercle vicieux de mes pensées. Et entre guillemets, déjà, j'allais dans la dévalorisation, mais t'es absolument nul. Comment est-ce que ça se fait que t'arrives pas à remonter la pente? T'es en train de retourner en arrière, tu retombes. Et des peurs qui allaient revenir. Et si t'es nana et pauvre fille, et du coup, tu vas jamais rien arriver dans ta vie, et tu rencontreras personne, et et ça arrive qu'en fait, tout le monde meurt, moi je meurs. C'est toujours le scénario absolument catastrophique à chaque fois qu'il y a la moindre rechute. Chez moi aussi, quand tu dis ça, parce que c'est ça. C'est toujours de chercher la porte de sortie.
Hein? Toujours de chercher la solution, la porte de sortie, de sortir, de sauver nous-mêmes, de sauver de notre propre corps, de justement d'être en danger justement dans un shopping mall, par exemple, puis de vérifier pour les exits. Quand tu avances, de faire sûr que tu peux aller respirer à l'extérieur, de tout planifier ta vie en fonction de si tu allais avoir une attaque de panique, comme dans une église, par exemple. Moi, c'était les églises, que tu peux, si tu sors, les gens vont te regarder. Là, ça va rempirer. Puis là, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que ce que tu décris, là, c'est tellement... Puis là, les crises de panique, c'est un peu la peur d'avoir ces crises-là parce que c'est tellement inconfortable. Donc, tu viens la peur d'avoir peur, dans le fond. Oui. En fait, pour moi, c'est ça, c'est que, en fait, la crise d'angoisse, c'est tellement... On dit, ah oui, bon, j'ai eu une crise d'angoisse, bon, c'est dans ta tête et tout, comme tu dis. Hein. C'est loin d'être dans notre tête parce que dans les sensations physiques, on se rapproche de quelqu'un qui peut avoir comme un arrêt cardiaque, sauf que c'est pas un arrêt cardiaque. Mais dans les sensations physiques, c'est vraiment, on a des douleurs dans le bras, on a des crispations musculaires, la vision floue, au niveau artériel, le cœur qui s'accélère, les pensées, on a hyper excitabilité neuronale, donc on est complètement perdu au niveau de nos pensées. Donc, c'est réel que physiologiquement, il se passe des choses qui font que en fait, on a ce ressenti-là. Et quand on vit ça, ben, c'est un traumatisme en soi, en fait, quand on vit une première crise. Parce que c'est tellement intense et on est tellement pris au dépourvu, on a tellement l'impression soit qu'on va mourir, soit qu'on est complètement en train de se faire interner en asile, que ben, absolument, bien sûr que tout être humain, il veut éviter ça, au moins, le plus possible. C'est tellement de souffrance, comment je peux l'éviter? Et en fait, le problème, c'est qu'après, c'est comme tu dis, c'est qu'après, ça devient maladif et que ça devient une façon de fonctionner. C'est que le moindre truc qu'on fait, attends, là, je passe par là avec ma voiture. Est-ce que j'ai pris ma bouteille d'eau? Est-ce que là, il va y avoir trop de feux rouges? Non, il y a trop de feux rouges. Là, les feux rouges, je fais des crises. Le moindre truc doit être réfléchi. Combien il y a de gens au resto? Il faut que je sois à telle place. Si vous m'invitez au théâtre, non, je ne peux pas aller au théâtre. Si c'est à 18h, il y a trop de monde. 15h, alors il faut que je sois à droite pour la sortie. Je ris, mais c'est pas drôle parce que oui, c'est vraiment ça. Les gens, si vous ne connaissez pas c'est quoi les crises de panique, c'est ça. C'est vraiment débile, là, comme tu te mets à fabuler de justement de tout planifier, puis dans le fond, tu ne peux rien planifier en même temps parce que ça se présente vraiment. Donc... Ben, en fait, c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, on essaie de contrôler et on est dans des stratégies d'évitement. Donc, on souffre. Au final, des fois même, l'anxiété le plus dur, c'est cette radio qu'on a en fait en permanence. Des fois, on n'a plus de crise. Et j'ai beaucoup de clientes, c'est ça, en fait, elles n'ont plus vraiment de crise. La dernière fois, c'est quand la dernière fois que j'ai une crise? Ah, ça fait super longtemps. Mais par contre, le fait de vivre en cage comme ça et d'avoir tout le temps ses pensées, de tout analyser, etc., parce qu'il y a ce manque de sécurité, c'est ça des fois le pire. C'est qu'on est à table avec quelqu'un. Moi, je donne souvent cet exemple pour expliquer. C'est que je suis à table avec quelqu'un ou je suis en voiture avec quelqu'un. Et la personne, elle me parle, mais c'est comme si la radio, elle était à fond. Et en fait, je n'entends rien de ce que la personne, elle me dit. Je n'écoute rien de ce qu'elle me dit. Je ne regarde pas le paysage. Je suis juste en train d'essayer de survivre avec cette radio pour essayer de, comme genre, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans une voiture? Et en fait, c'est ça l'anxiété. C'est qu'il y a une vague de sensations, de bruit, de brouhaha. Et c'est très difficile d'expliquer et de vivre et d'être dans le moment présent parce qu'en fait, on est pris en fait, par cette vague qui est inconsciente, c'est pas rationnel. Hein, parce que rationnellement, on risque rien dans la voiture. Rationnellement, on risque rien dans le shopping mall. Rationnellement, chez soi, seul, on risque rien. On va pas avoir... Pourquoi 5 minutes avant, la personne, elle part de la maison? Pourquoi 5 minutes après, comme par hasard, on va avoir une rupture d'anévrisme? Non. Mais nous, ça crée en fait toutes ces sensations-là, en fait. De la peur que ça arrive. Des fois, ça peut être imprégné dans le corps aussi. Il y a des traumas qui rentrent là-dedans aussi. Donc, d'essayer de comprendre. J'étais dans une phase dans ma vie d'essayer de comprendre qu'est-ce qui m'avait arrivé, pourquoi. Mais à un moment donné, j'ai des patterns que je sais d'où ça vient, mais en même temps, OK, c'est bien de savoir, mais de revenir toujours au passé, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a aidée. Parce que je me suis aperçue qu'il fallait que je m'accroche sur qu'est-ce qui était vrai, réel, et c'est le moment présent. La philosophie du moment présent, Eckhart Tolle et compagnie, c'est vraiment là-dessus que je m'ai accrochée pour m'aider de mon côté parce que le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Donc, de revenir dans le passé, justement, que je me fais revivre des scénarios ou de vivre dans le futur, c'est vraiment pour l'anxiété, pour les personnes anxieuses, c'est la pire chose. Donc, de revenir ici et maintenant, ça a été dur de le comprendre parce que en étant des personnes anxieuses, on analyse tout. Mais là, j'ai une pensée qui vient. Alors, on est hyper sensible.
On est hyper, comme par exemple, quand on va dans un magasin, par exemple, à ce temps, c'est moins pire maintenant parce que j'ai appris probablement que mon système s'est vraiment beaucoup calmé. Mais quand on rentre à des places qui ont beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, c'est très déstabilisant pour les personnes qui vivent avec l'anxiété. C'est comme si qu'il y a un peu, c'est presque comme les autistes, un peu dans le fond, qui sont hyper stimulés quand ils arrivent, puis qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'informations, beaucoup de bruit. Ça s'apparente un peu. C'est sûr qu'il y a toujours des traits qui s'apparentent à différents diagnostics, on s'entend, mais c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est moins pire, mais je me rappelle que c'était ça. J'allais à quelque part, puis je ne pouvais pas me concentrer. Trop d'informations. Puis tu viens vraiment que tu n'es plus là. Ton corps est là, mais ton âme, ton mental est ailleurs complètement. Ouais. Tu es capable de survivre. Je ne sais pas si tu as appris à vivre comme ça. Comme moi, je mettais des masques. Tout le monde, je faisais une crise de panique, là. Tu ne pouvais pas le voir. Je pouvais aller travailler, d'être devant mon conjoint. J'étais avec mon conjoint pendant, là, ça fait 15 ans. Ça faisait probablement 10 ans, 9 ans que j'étais avec lui. Je prenais des antidépresseurs, puis il ne savait même pas. Je cachais mes pilules. Je cachais l'anxiété. J'avais des crises de panique. Il ne savait pas. Donc, les gens, si vous pensez que les crises de panique, j'ai toujours, c'est faire la crise du bacon, comme on appelle au Canada, de juste d'avoir une crise comme de se garrocher à terre. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est vraiment, tu peux vraiment devenir juste bien homme sans parler, puis juste de vivre la crise de panique, puis juste d'être dans justement d'avoider certains endroits ou certaines relations aussi. Donc, c'est fait que dans le fond. Et ça, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je pense que justement, le fait qu'il y a un côté tabou, parce que c'est considéré comme je suis fragile. J'ai comme pas réussi quelque chose dans ma vie ou je suis pas comme tout le monde, le fait d'avoir de l'anxiété. Et en fait, il y a un énorme jugement qu'on se met sur nous-mêmes du fait d'avoir l'impression qu'on fait pas comme tout le monde, ou qu'il y a certaines amies à nous, ben, elles ont pas ça, ou certaines... Enfin, on se dit, c'est pas possible, personne n'a ça. Déjà, il y a le premier mythe, c'est personne n'a de l'anxiété autour de moi. Puis c'est très marrant, mais dès qu'on libère la parole sur ça, le nombre de personnes que moi, j'ai fait une école de commerce à la base, j'ai travaillé en entreprise, de gens avec qui j'ai travaillé qui viennent me voir sur Messenger ou Marine, tu sais, moi, j'ai toujours fait des crises d'angoisse quand j'étais au travail. Le nombre de gens qui se libèrent parce qu'il y a comme un tabou qu'en fait, on est faible d'avoir des émotions dans notre société. On est faible d'avoir des émotions et donc on est encore plus faible si on a des émotions et qu'on a de l'anxiété. Alors là, c'est comme la honte. Et en fait, je pense aussi que ce fait d'avoir mis des masques, et pour moi, c'était le cas aussi, hein, ce fait d'avoir mis des masques, en fait, je pense que ça a même renforcé mon anxiété. Parce que je voulais comme pas me l'avouer, je voulais encore moins l'accepter. Parce que l'accepter, ça voulait dire quoi? Accepter d'être faible, accepter d'être cette personne qui fait des crises d'angoisse et qui peut pas prendre la voiture, la honte. J'avais pas envie d'être cette personne-là. Je veux pas être ça, moi. Donc moi, je m'étais créé une identité. J'avais comme une image d'une vie, parce que j'avais des périodes de ma vie où en fait, j'avais pas d'anxiété. Et c'est comme si là, d'un coup, j'étais de moi. C'était toujours pareil. J'avais l'impression que quand il y avait moins cette anxiété généralisée ou quoi, ça y est, là, j'ai retrouvé qui c'est la vraie Marine. Du coup, dès que ça remontait, ah non, là, je veux retrouver ma vie d'avant. J'entends tout le temps ça. Je veux retrouver ma vie d'avant, je veux retrouver ma vie d'avant. Mais le problème, c'est que c'est dans notre vie d'avant qu'il y a, comme tu disais, tous ces traumas ou toutes ces histoires du passé qui ont aussi construit cette protection. Moi, je dis que l'anxiété, c'est un système de protection qu'on a mis en place par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et à un moment donné, c'est comme si il y avait créé cette anxiété. Et en fait, elle nous met tellement dans une cage ou elle nous enferme tellement dans une pièce qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus personne dans cette pièce, la seule personne à regarder, c'est soi-même. C'est là où on est quand même obligé d'aller commencer à travailler sur soi et se dire, OK, est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que je suis ma priorité dans ma vie? Est-ce que tous les choix que j'ai fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça correspond vraiment à ce que je veux ou est-ce que j'ai fait ça parce que je veux être aimée des autres? Et en fait, c'est là où on commence réellement à se poser des vraies questions et qu'on travaille sur le fond des choses. Mais quand on est dans la panique et tout, comme tu disais tout à l'heure, la première chose qu'on veut déjà, c'est d'arriver au moins à calmer ce système nerveux, d'arriver au moins déjà à calmer son corps, calmer ses pensées, etc. Mais après, en survie, ouais. Puis, as-tu déjà pris des médicaments de ton côté, des antidépresseurs, puis tout ça? Non, moi, j'ai jamais pris de médicaments. Et j'ai, je pense, 60%, je pense, de mes clientes, quand elles arrivent à moi, qui prennent des médicaments, qui sont déjà sous médicaments. OK. Moi, j'ai pris des médicaments pendant 18 ans de ma vie, puis ça fait 6 ans que je ne prends plus de médicaments, donc c'est possible. Puis je ne veux pas non plus apporter un jugement. Je veux que vous vous sentiez vraiment confortable aussi de, si c'est ça la solution que tu as présentement,
puis que tu te sens bien là-dedans, c'est de donner un pouvoir à ce médicament. Puis si je suis naturopathe, là, vous allez penser que naturopathe contre la médecine, tout ça, le monde holistique, c'est pas ça. C'est vraiment d'aller dans le non-jugement, de prendre la médication. Puis si tu penses que c'est un poison que tu te mets dans la bouche à tous les jours, tu vas vivre vraiment tu n'accepteras pas la médication. Donc, ça peut t'apporter vraiment des symptômes, ça peut t'apporter de ne pas te guérir vraiment avec ces médicaments-là. Donc, de donner un pouvoir, si c'est un supplément, une vitamine, donne un pouvoir à ta vitamine, mais si c'est le médicament, puis c'est possible de vivre sans médicament, mais certaines personnes qui ne sont pas prêtes à faire le cheminement, parfois, certaines personnes, c'est la seule sortie de secours qu'ils ont, puis à ce moment-là, puis c'est correct, c'est OK. Tout est OK. Je tenais à le dire parce que des fois, il y a des gens qui pensent que ben là, les naturopathes, eux autres, c'est comme des sorcières, puis ils donnent des potions magiques, ils guérissent. C'est pas ça. C'est sûr que je parle beaucoup d'hygiène de vie dans mon approche parce que je suis naturopathe. Donc, c'est sûr que qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie au niveau de ton hygiène de vie, ton alimentation, c'est sûr que ça a eu un gros impact dans ma guérison. C'est sûr que j'enseigne ce qui m'a aidé moi puis ce que je vois qui aide mes clients. Mais vraiment, si tu prends des médicaments, c'est pas vrai que tu vas venir me voir en consultation puis je vais te dire, OK, là, tu devrais arrêter tes médicaments. C'est toi que tu vas le ressentir quand tu vas être prête. Mais c'est pas facile d'arrêter la médication aussi. As-tu travaillé avec des femmes qui ont eu des sevrages? Oui, beaucoup. En fait, la majorité, quand elles commencent, leur but aussi, c'est de pouvoir commencer un sevrage parce que moi, je fais des accompagnements longs parce que justement, l'anxiété, c'est pas juste de venir enlever comme ça baguette magique. Et oui, le sevrage, ça demande... En fait, chacun le vit tellement différemment, pour de vrai. J'en ai qui vont me faire le coup de me dire j'arrête tout et qui le vivent bien. J'en ai qui vont arrêter tout, qui vont le vivre mal. J'en ai qui vont faire ça pendant hyper longtemps, pendant 2 ans et micro-doser. Comme tu dis, moi, je pense que j'utilise souvent cette métaphore. Pour moi, c'est comme sortir de cette anxiété, c'est apprendre à se connaître aussi et c'est comme gravir cette montagne. Si à un moment donné, on a envie d'avoir une canne, un petit sac à dos qui nous aide avec, je sais pas, des Kellogg's, des trucs comme ça, et que ça nous fait du bien de l'avoir et c'est OK. On n'est pas obligé d'avoir cette canne, on n'est pas obligé d'avoir ces bâtons de randonnée, on n'est pas obligé d'avoir le sac à dos, mais pour certaines personnes, c'est juste de l'avoir. En fait, c'est pas le sac à dos qui va nous faire marcher, c'est pas les bâtons de rando qui vont nous faire marcher en haut de la montagne, quoi qu'il arrive. Ça, c'est, je pense, ça qui est important à dire, c'est que souvent, les gens, ils pensent qu'ils vont prendre ça, puis c'est comme le sac à dos, il va monter tout seul. Exact. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, on doit faire le chemin. Et après, en fait, c'est OK. Il y en a certains, ils l'ont. Et voilà. En fait, il n'y a pas de mauvais chemin. L'idée, c'est... Ce qui est important, c'est de voir qu'on avance. Et quand on sent qu'on avance, quand on sent qu'on a moins peur de soi-même, on peut rester seul, on peut faire une sieste. En fait, c'est des trucs tout bêtes. Moi, je vois là, avec mes clients, des fois, quand on fait des célébrations, c'est... je suis trop contente, les filles, j'ai réussi à faire une sieste. Donc, ça paraît bête pour des gens qui n'ont pas d'anxiété de dire ça. Bon, quoi, tu as fait une sieste, tu es chez toi. Mais oui, mais en fait, c'est impossible d'être chez moi, regarder la télé. Parce que quand je regarde la télé, je fais rien. Et quand je fais rien, l'anxiété, elle tape à la porte. Exact. Donc en fait, oui, juste regarder une série, juste parfois, faire une sieste, des choses simples, ça mérite d'être célébré dans le chemin de guérison. Et souvent, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on estime que c'est des choses qui sont acquises pour le monde entier. Et on pense que du coup, ah, mais c'est nul, moi, j'ai juste réussi à faire une sieste. Ouais, mais ça faisait quoi? Ça faisait 10 ans que tu ne savais pas faire de sieste. C'est drôle que tu dis ça. C'est quelque chose, justement, qui... j'ai eu beaucoup de la difficulté avec mon sommeil dans ma vie. Ça vient avec l'anxiété. Puis, à ça va vraiment bien maintenant. Puis, pour moi, j'ai tellement de gratitude. Tu sais, je dis souvent ça à mon conjoint, je ressens le bonheur. Le bonheur, mais dans des petites actions au quotidien que je fais qui m'apportent une meilleure santé. Puis, je suis capable de dormir. Je suis capable de justement de faire une sieste sur le sofa, vraiment très détendue. Je suis capable de lire un livre sans juste puis pouvoir me concentrer. C'est des choses. Puis, quand tu as survécu à l'anxiété, c'est que je pense que tu ressens encore plus les choses anodines de tous les jours, puis qu'on prenait pour acquis, puis que j'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Tu sais, je peux juste m'asseoir puis
boire du café que je ne pouvais plus boire, puis tu sais, des choses comme ça, parce que là, ça me crée de l'anxiété. Puis de Ouais, je juste vois. enjoy la vie. Puis oui, l'anxiété revient des fois. Je ne peux pas dire que j'en ai plus à 100% que j'en ai plus parce que c'est un petit peu, je la vois plus pareil, je la vois comme une messagère, l'anxiété, quand je ne suis pas alignée, quand que je ne m'écoute pas. Donc, c'est comme une petite amie qui vient me cogner sur le bord de mon épaule, qui est un petit peu tannante, là. Puis là, elle vient me dire, Marie-Ève, tu n'es pas bien, tu n'as pas pris les décisions que tu devrais prendre, tu es trop dans le mental. Donc, tu vis trop dans. Je dis qu'on vit de là à là, quand on est dans l'anxiété, donc on n'est plus dans le corps. On dirait qu'on oublie que justement, on vit juste dans le mental. Donc, c'est un peu la petite tannante qui vient de dire, Marie-Ève, écoute, tu n'es pas bien aligné, puis elle a des fois des manières de le dire un petit peu, aller direct. Fait que juste quand je la vois venir, parce qu'elle revient des fois, mais elle se tourne plus, elle se transforme plus en méchante, la méchante crise de panique. Fait que dans le fond, je l'accueille. Je l'accueille, je lui dis OK, tu as le droit d'être là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu pratiques aussi, le pouvoir de l'accueil, de dire c'est correct, puis c'est juste une émotion. C'est pas une maladie. Moi, je n'appelle plus ça une maladie, l'anxiété, de toute façon. Ouais. Oh non, non. Non, et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, quand les gens arrivent avec des tas d'étiquettes qu'on a données dans la médecine allopathique et tout, je pense que c'est bien à un moment donné de se dire, OK, oui, j'ai un tag, OK, oui, j'ai peut-être un syndrome dépressif, oui, peut-être j'ai ça, nana. Mais en fait, au bout d'un moment, Marie-Ève et Marie-Ève, Marine et Marine, et on a une histoire de vie. Et en fait, c'est ça qui est plus important que toutes les étiquettes. Parce que si on s'attache à cette étiquette, on oublie, en fait. Moi, j'oubliais que j'étais Marine. J'étais juste anxiété, spasmophilie, c'était ça mon identité. Donc, je pense que c'est important aussi de savoir un peu balayer ces étiquettes. Mais pour revenir à ta question, moi, je donne souvent un exemple par rapport aux phobies d'impulsion, parce que j'ai eu des phobies d'impulsion avec mes angoisses. Donc, phobie d'impulsion, c'est tout ce qui est peur de se faire du mal. J'ai la pensée d'un coup, oh mon Dieu, je vais mal agir. Et je me dis, oh mon Dieu, je suis complètement folle de penser ça. Si je pense ça, c'est que je suis folle. Et donc, après, j'ai peur de mes propres pensées ou d'être dangereuse pour quelqu'un d'autre. Mais si j'ai pas le contrôle sur moi, ça veut dire que d'un coup, je vais pouvoir agresser quelqu'un. Ça veut dire que je vais pouvoir dire des choses que je veux pas dire et tout ça. Et donc ça m'est resté longtemps, tout ce qui est phobie d'impulsion. J'ai beaucoup de mamans qui ont ce genre de phobie. Je le dis parce que je pense que c'est important d'enlever les tabous sur ça aussi, parce que souvent, quand on a ce genre de pensée, on se sent encore plus coupable de se dire, mon Dieu, je suis tellement une mauvaise personne. Je suis tellement mal de penser ces choses-là. Je suis tellement quelque chose qui tourne pas rond chez moi. Non, c'est toujours la même chose. C'est ce vide, c'est cette souffrance qui a besoin d'être travaillée. C'est ce manque d'estime de soi et d'amour de soi en profondeur et en racine. C'est pas que vous êtes taré ou que je ne sais quoi. Et donc moi, par exemple, il y a 2 ans, je promenais Yuki, mon chien, et il y avait un camion qui passait. Et là, j'ai eu la pensée, imagine, le camion passe, roule sur ton chien, et tu sens rien, genre. Et tu te sens, et ça te fait rien. J'ai eu la pensée, et là, je me suis dit, à l'époque, cette pensée, de penser ça, je me serais dit, oh, tu penses ça. Et ça veut dire qu'en fait, tu es peut-être malade mentale, ça veut dire qu'en fait, tu n'aimes pas ton chien, ça veut dire que tu n'aimes pas ça, ça veut dire que peut-être tu n'aimes plus ta famille, ça veut dire que nanana. Aujourd'hui, dans l'histoire de l'accueil, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je les vois comme des pensées. Je suis dissociée. Je suis plus dissociée de mon corps, d'ailleurs. Je suis plus dissociée de là où je suis. J'ai plus de la dissociation au sens la propre des dissociation qui t'amène à avoir peur ouais. de ton propre Ouais. corps. Ouais, où tu te sens plus, tu reconnais plus tes mains, où tu te sens comme genre pas là. Mais plus de ces pensées, en fait, ça me fait rire. Ma réaction, c'était genre, putain, avant, j'avais cette pensée, je partais dans tous les sens. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que maintenant que je m'occupe des gens comme l'anxiété, ou que maintenant les gens, je sais pas pourquoi, ils ont confiance en moi, ils se sentent de me parler de trucs dans leur vie que des fois, je leur demande pas forcément des gens que je rencontre. Mais le nombre de gens qui ont des pensées tarées, je vais vous dire, le nombre de gens qui ont des pensées folles, des pensées irrationnelles, tout le monde en a. La différence, c'est que nous, dans l'anxiété, on ajoute un poids émotionnel à chacune de ces pensées. Et on leur donne l'autorisation de comme décider de ce qu'elles doivent faire dans notre vie. Ça devient des peurs, ça devient des trucs qui dirigent tout. Comme tu dis, elles tapent sur l'épaule et là, genre, c'est comme elles prennent possession de nous et elles nous font faire des choses. En fait, non. C'est juste une petite voix, c'est juste une petite pensée. La différence, c'est quand nous, on y a mis un poids, en fait. Donc oui, aujourd'hui, tout à fait, j'apprends ça. J'essaie d'apprendre ça aussi à mes clientes, cette notion d'acceptation. Et au début, c'est très dur. Parce qu'au début, quand on nous dit, moi j'ai déjà entendu ça, hein, genre, tu as la crise, il faut la laisser, il faut la ressentir, puis il faut que tu l'acceptes. J'étais là, non mais, genre, je veux, enfin, foutre de ma gueule, quoi. Tu vas rentrer à l'hôpital, là. Non mais, enfin, pour moi, c'était juste, il faut arrêter les blagues, quoi. Enfin, c'est...
je le prenais mal, en fait, les gens qui allaient me dire ça pour de vrai, parce que je n'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire, l'acceptation. C'est pour ça que quand on dit aujourd'hui, nous, avec l'avancée qu'on a, on peut avoir cette conversation où on dit qu'on est aujourd'hui capable d'accueillir ou d'entendre ces choses-là. Mais il y a eu une phase où on a été capable d'abord de gérer cet état d'urgence, d'abord de calmer le corps, calmer notre esprit. Et après, on a pris conscience qu'en fait, je n'étais pas obligée d'en avoir peur. J'avais une forme de maîtrise, en fait, finalement. Et après, on a eu ce truc de dire oui, en fait, ça devient une boussole ou ça devient une messagère. Mais c'est pas arrivé que j'avais des énormes attaques de panique et d'un coup, je me suis dit, ah, elle est en train de me parler. Ouh, elle parle très fort. Non, non, non. C'est intéressant. Puis, sais-tu que dans le temps, comme moi, je vais avoir 40 ans, quand j'étais jeune, c'était tabou encore plus. Aujourd'hui, je trouve qu'avant, c'était tabou, mais aujourd'hui, on hyper normalise ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une pilule pour tous les diagnostics, name it, là. TADA, THADA, il y a le trouble obsessionnel compulsif, il y en a plein, là. Je ne les nommerai pas toutes, mais il y a une pilule pour tout. Puis à ce temps, c'est accepté, c'est beau, mais en même temps, on montre tellement ça comme une maladie que c'est pas supposé être là, puis il faut qu'on l'enlève. Puis, je trouve qu'on normalise ça, on dit que tout le monde a ça. Genre, c'est comme, moi, c'est la typique phrase qui m'irrite un peu. Ben là, c'est comme un diabétique qui a besoin de son insuline pour fonctionner, ta. Moi, je suis comme plus capable d'entendre celle-là. On ne peut pas comparer ça. C'est pas la même chose parce que premièrement, c'est pas la même maladie, c'est vraiment pas la même problématique. Puis deuxièmement, c'est un peu de rentrer tout ça comme vraiment comme une maladie incurable que tu ne pourras jamais t'en sortir. Moi, je n'avais pas d'exemple non plus parce que quand j'étais jeune, je cachais ça. Je pensais que j'étais folle. Je pensais que je faisais avec. Je jouais mon rôle. Je ne m'ai jamais empêchée. Ça qui est le pire, c'est que je ne me suis jamais empêchée de faire ce que je voulais faire pareil. J'étais comme quand même, je me trouve courageuse aujourd'hui quand je regarde ça. Parce que je ne m'empêchais pas quand même de voyager. Je ne m'empêchais pas de prendre l'avion. Mais j'avais de terribles sensations physiques. J'ai voyagé en Thaïlande, j'ai été partout, mais j'étais toujours en résistance. Je n'étais jamais comme dans le moment présent. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, on se perd un peu là-dedans, puis on normalise ça aujourd'hui, que tout le monde est comme ça, puis que c'est normal. Fait que dans mon temps, on le cachait, peut-être qu'il y en avait beaucoup qui étaient comme ça, puis qu'on n'en parlait pas, dans les années 80-90. Puis là, l'année des antidépresseurs, 80-90, ça a été populaire. Là. Tout ce qui est antidépresseurs assortis, puis on a eu toutes sortes de... Puis là, ça fonctionnait pour certaines personnes, mais là, on a comme mis ça en dessous du tapis. Puis quand on prend ces médicaments-là, on travaille comme plus nous autres-mêmes, justement, comme tu disais, on prend le médicament, ça va faire la job à notre place, puis là, on place ça sur le tapis, puis on attend. On attend que ça guérisse la maladie. Mais dans le fond, c'est sûr qu'il y a certaines personnes que c'est rendu loin, puis il faut faire attention quand je dis ça, parce qu'il y a des personnes que, sans médicaments qui ne seraient plus là, probablement. Mais encore là, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas fait le cheminement aussi qu'ils avaient pu faire, mais des fois, ils n'ont pas les connaissances. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est le fun. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup il y a moins de stigma par rapport à ça, mais je trouve qu'on normalise trop de dire que c'est normal, tout le monde est stressé avec la vie qu'on vit à cause des cellulaires, on trouve des causes à toutes, là, de dire que c'est parce que c'est comme ça que c'est comme ça, que c'est comme une personne qui ne veut pas changer, puis qui dit, moi, je suis faite comme ça, acceptez-moi comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme de lâcher la serviette, comme on pourrait dire, parce qu'il y a toujours des solutions, puis on est toutes les deux, on est là. Il n'y a rien de parfait aujourd'hui, mais je me sens beaucoup mieux, puis j'ai plus de crise de panique, puis toi aussi, Marianne, puis on aide maintenant les gens à notre tour, puis j'aurais aimé ça avoir un exemple comme toi qui s'était sorti de tout ça, là, vraiment comme tu vois comment est-ce que tu étais rendu loin là, dans tous les symptômes que tu avais, puis qui s'était sorti de ça sans médicaments. Puis je ne trouvais pas personne dans mon entourage. Puis je faisais des recherches sur l'Internet. Je me rappelle, je me sentais tellement seule. Puis mon entourage ne me comprenait pas parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi l'anxiété. Donc, d'avoir des groupes comme que tu as aujourd'hui, puis comme que je suis en train aussi de faire aussi, c'est merveilleux parce qu'ils ont un exemple. Oui, c'est possible de s'en sortir sans médicaments. J'ai pris des antidépresseurs 18 ans de ma vie, puis j'en prends plus aujourd'hui. Fait que c'est possible de le faire. Puis je trouve que c'est merveilleux le travail que tu fais, puis les groupes que tu fais aussi, puis que les gens ont justement des exemples que ça se fait. Là, t'sais. Puis comment est-ce que... Vas-y.
Non, j'allais dire que c'est sûr que je suis d'accord que moi, je repense quand j'étais ado ou quoi, que j'aurais eu ma version de moi du futur et je me verrais. Enfin, moi, ça m'émeut quand je pense à ça. Je me dis, enfin, j'étais tellement loin. J'étais tellement loin de penser que c'était possible. Euh, donc oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une chance, en fait. Et, euh, et je suis contente de le faire et surtout d'avoir ouvert la parole. Je pense que moi, j'avais quand même encore cette honte pendant longtemps d'aller en ligne et de dire auprès de tout le monde, parce que plein de gens, pareil, ne savaient pas Oui. que Marine avait des crises angoisse sensée. Donc le jour où j'ai ouvert mon site, où j'ai commencé à avoir des clients et tout, les gens me disaient quoi? Mais toi, tu étais stressée, mais tu étais la fille qui rigolait tout le temps et tout, qui faisait des blagues. Oui, mais c'est pas parce que je faisais des blagues et que j'étais la fille qui rigolait tout le temps qu'en fait, quand j'étais chez moi, je n'étais pas en train de pleurer et de gérer mes crises d'angoisse toute la nuit, quoi. Voilà. Donc, donc oui, ça a été aussi un peu sortir du placard, je sais pas trop comment on dit ça, mais ça a été un peu de... et en fait, je me rends compte, qu'est-ce qu'on se sent mieux quand en fait on assume qui on est, hein. Et je me rends compte aussi, avec le temps, que les gens, ils nous aiment bien plus finalement quand on est nous-mêmes que pour les images qu'on essaie de créer pour eux. Donc, ça serait toute une autre histoire, mais... Mais je relate beaucoup à ce que tu dis parce que même chose pour moi, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à en parler parce qu'avant ça, j'étais plus associée au monde du fitness. Donc, j'étais l'entraîneur, puis là, les compétitions de fitness, puis tout ça. Puis là, j'ai fait une vidéo à un moment donné, puis j'ai vraiment, je me suis mise au grand jour, puis j'ai dû l'avouer à mon conjoint aussi, puis mon conjoint ne savait pas. Puis c'est quand j'ai arrêté les antidépresseurs que j'ai dû lui dire parce que là, j'avais des symptômes, puis que j'étais presque, tu sais, tout s'est amplifié. Donc, j'ai eu besoin de m'accrocher à quelqu'un. Puis lui, oh my God, puis tu prenais des antidépresseurs, puis tu me le disais même pas, je le cachais. Autant que je le cachais quand j'ai eu des anévrismes cérébrales. J'ai passé 1 mois à l'hôpital pour justement les anévrismes qui avaient éclaté dans mon cerveau. Puis je prenais les médicaments, puis je disais aux infirmières, cachez les médicaments devant mon conjoint pour pas qu'ils savent que je prenais des antidépresseurs. C'est à ce point-là, là. Tu sais, j'avais tellement honte de ça, je ne le disais pas à personne. Puis tout le monde, quand que j'ai fait mon coming out, tout le monde me disait, ben voyons donc, tu paraissais si zen, j'aurais jamais cru ça, puis tu as voyagé, tu t'entraînais, tu avais une bonne santé, mais c'est que je le cachais, je copais. Mhm. Puis l'anxiété n'a pas de visage, n'a pas de frontières aussi. Parce que j'ai justement dit ça, il n'y a pas de frontières parce que c'est mondial, puis il n'y a pas de visage parce que vous allez voir des gens qui vont même passer au suicide. C'est souvent des gens qui vont vraiment avoir un bon sens de l'humour aussi. Ouais, C'est vraiment Tu, ça. tu sais, tout à l'heure, tu disais aussi que quand dans ta démarche, tu avais aussi beaucoup... tu disais l'anxiété, c'est quelque chose qui a été ancré dans certaines parties de notre corps. Et qu'à un moment donné, tu avais beaucoup ressassé le passé, ou en tout cas, tu étais allé à la recherche un peu avec quelqu'un avec sa pelle qui essaie d'aller un peu, tu vois, genre trouver le trésor de là où était le vrai problème qui a déclenché toute cette histoire. Et quand j'aurais trouvé le trésor de ce problème, alors là, c'est comme si je serais guérie. Moi, j'étais vraiment dans cette démarche au tout début, où j'en ai vu des psychiatres, où j'ai fait des psychanalyses et tout, pendant longtemps, je te dirais pendant 10 ans. Mes parents, ils m'ont mis assez tôt chez le psy. Et j'ai continué après pendant longtemps avec différents psychiatres, tout ça, les hôpitaux de jour et tout. Et en fait, je cherchais, je trouvais toujours des trucs un peu plus graves et des trucs dans mon histoire de famille et tout ça. Et en fait, j'avais l'impression, je me disais, mais ça devenait de pire en pire. Plus je cherchais, plus j'avais l'impression qu'en fait, je remue J'aime beaucoup cette image d'une eau où on remue la vase, tu vois. Ça Oui. devenait encore plus flou. Je voyais encore moins Oui, clairement, en fait, où est-ce qu'il fallait que j'aille, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ça enlevait pas mes crises. trop Ça me d'options. rendait ça Trop me de... rendait, ça me rendait encore plus paranoïaque. En fait, j'avais plein de problèmes dans ma famille, que tout ça. Plus dans la victimisation aussi. Ah, mais c'est la faute de mon père. Ah, mais c'est la faute d'un tel. C'est la faute de mon travail. C'est la faute de moi. Non, tout le monde a été méchant avec moi. La vie a été méchant avec moi. J'étais dans ce truc d'injustice. Grande injustice a été mise sur moi. Et en fait, c'est aussi le jour où je me suis mis un peu un coup de pied aux fesses et que je me suis dit, oui, mais en fait, si tu restes dans une injustice, au bout d'un moment, c'est une question de choix. Hmm. Oui, c'est arrivé ces choses-là. Ça n'enlève pas la gravité des choses qui ont pu se passer ou la difficulté des choses qu'on a vécues. Mais c'est avec ces choses qu'on a vécues, dans l'instant présent, comme tu dis, quel choix je fais? Est-ce que je décide de vivre toute ma vie en mettant les lunettes de ces traumas-là et de regarder ma vie avec ces lunettes qui sont teintées? Ou est-ce que je décide de créer une autre couleur, de créer autre chose? Ou de les enlever et de voir la réalité comme j'ai envie de la voir moi? Et ça, en fait, personne ne pourra le changer. Ce n'est pas nos parents qui vont changer cette histoire, ce n'est pas le psy, ce n'est pas un complément alimentaire. Non,
C'est pas un médicament, peu importe en fait. Et c'est vrai que ce shift dont tu parles, il n'y a pas de mal à aller chercher dans le passé, il n'y a pas de mal à faire un travail de psychanalyse et tout. Je pense que c'est bien même pour apprendre à se connaître, mais que par rapport à dans l'instant présent, le fait d'avoir des crises d'angoisse, d'avoir de l'anxiété, d'avoir des symptômes physiques, ce n'est pas uniquement, surtout en parlant, par la parole, qu'on vient changer quelque chose qui, pour moi, prend sa racine dans notre corps. Il faut passer, pour moi, par le corps, par le physiologique, pour pouvoir changer ce que tu fais aussi avec la naturopathie, pour pouvoir changer, en fait, la manière dont on fonctionne dans notre cerveau. Oui, parce que moi, la santé intestinale, je m'intéresse au gut and brain relationship aussi. Je ne veux pas tout mettre non plus là-dessus parce que j'ai l'approche émotionnelle que je garde dans ma pratique aussi, mais c'est vraiment important ce qu'on ingère aussi. C'est important vraiment les toxines environnementales. Donc, c'est sûr qu'il y a comme un genre de revers à ça, par exemple, de trop venir stresser avec justement tout ce qui est toxines et tout ça, ça peut devenir aussi de vraiment tout micro-analyser, tu peux devenir dans l'analyse, mais je trouve que c'est important, je trouve que c'est un peu banalisé de juste travailler sur l'émotionnel, mais de ne pas travailler sur le physique. Je pense que c'est une synergie entre les deux. Je crois vraiment que c'est les deux ensemble. Puis ce que tu vas manger va affecter ta flore intestinale, ton microbiote intestinal. Vraiment, ça va affecter ton énergie, ça va affecter au niveau de ton insuline. Puis des fois, c'est bon d'aller vérifier aussi au niveau de la glande thyroïde. Une B12 basse, un fer bas, des choses comme ça peut s'apparenter à l'anxiété aussi, là. Fait que des fois, ça peut être physique. L'anxiété peut être physique. Donc, je dis toujours d'aller faire un bilan avec le médecin médical, faire sûr qu'il n'y a pas une cause médicale avant, parce que ça peut l'être. Tu sais, une hypothyroïdie, là, ça peut créer vraiment des crises de panique aussi. Donc, c'est important. Puis après ça, en naturopathie, c'est sûr que je ne vais pas aller patcher pour patcher avec des suppléments, mais ça peut aider. C'est sûr que j'ai vu vraiment Mais encore là, de prendre des suppléments comme prendre des médicaments, tu n'es pas à bonne place non plus. Si tu prends des suppléments juste pour aller faire le travail pour toi. Fait que j'essaie de faire la part des choses dans mon approche comme ça, puis d'accueillir les émotions aussi, d'accepter tout ce qui se présente, même les malaises du corps, puis d'arrêter de chercher qu'est-ce qui n'est pas correct avec nous autres tout le temps. Parce qu'on a tendance à faire ça, d'aller voir sur l'Internet, Google. Hein? Dr. Google, mais l'hypochondriaque en moi, puis Dieu sait que c'est super une belle expérience que j'ai vécue d'avoir une rupture d'anévrisme parce que la vie m'a cassé. Puis ça m'a pris ça. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont s'éveiller parce qu'ils vont cheminer puis ils vont faire les exercices qu'ils vont faire, ils vont aller faire de la psychothérapie cognitivo-comportementale, toutes ces choses-là. Moi, ça ne m'aidait pas. Moi, il n'y a personne, moi aussi, j'étais voir des psychologues, j'en étais voir plein de thérapeutes, plein. Ça m'a aidé à certains trucs puis tout ça, mais moi, des trucs, que tu me dis des trucs, compte de 5 à 1, regarde des couleurs ou des choses comme ça, je suis déjà hyper stimulée. Tu ne vas pas m'attraper en me donnant trop de trucs comme ça. Puis c'est vraiment, moi, ce qui m'a sauvée, c'est, de mon côté, c'est la saine alimentation, l'hygiène de vie, puis aussi de m'intéresser à la pleine conscience, puis de voir l'ego humain, d'observer, tu sais, tu parlais de dissociation, j'ai déjà vécu ça, mais je parle d'un peu d'observer, pas de dissocier l'ego de moi, parce que là, ça peut être dangereux pour certaines personnes de faire ça, mais d'observer que j'ai une partie de moi qui est comme des constructions mentales, des mécanismes de protection, de survie qui s'est établi par rapport à ce que j'ai vécu ou qui m'ont été légués. Puis là, c'est pas vraiment moi. Fait que de justement voir que je portais un ego, puis que l'ego est là pour ma survie. Il est quand même essentiel, mais j'ai appris avec Eckhart Tolle, il y avait Muji, beaucoup de guides aussi qui m'ont aidé, mais c'est encore de l'extérieur, mais ça m'a vraiment, ça avec l'alimentation et l'hygiène de vie, c'est vraiment ça le déclic qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on est en train de se parler en live, puis que justement, que je suis capable de faire un live aussi, parce qu'avant ça, j'aurais jamais été capable de parler en live, même toi, j'imagine aussi. Donc, c'est ça. Comment est-ce que ça va? Est-ce que tu travailles aussi ou est-ce que tu réfères côté hygiène de vie aussi? Quand je parle d'hygiène de vie, c'est le sport, l'alimentation, les suppléments, puis tout ça. Est-ce que tu travailles de ce côté-là aussi ou tu as tendance à référer un peu plus? Oui, je peux référer quand c'est vraiment... Parce que, en fait, si tu veux, dans le mastermind dans lui-même, dans les accompagnements, ça touche vraiment à tout. Mais l'aspect hygiène de vie, c'est vraiment, je te dirais, c'est 5%. Donc, c'est vraiment petit. Par contre, je suis tout à fait d'accord que c'est... En fait, c'est un tout, quoi. C'est que
c'est comme tu dis, si on fait que l'hygiène de vie, on prend tous les compléments alimentaires, on fait tout ça, mais en fait, on reste dans une victimisation, que la vie est injuste, qu'on est une mauvaise personne, que les gens sont méchants avec nous, qu'on n'y arrivera jamais. Voilà, si on est hyper positif et tout, mais que derrière, en fait, on mange des fast-food tous les jours et qu'on fait absolument pas de sport et qu'on a des problèmes. Enfin, en fait, aujourd'hui, ça me paraît évident, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais c'est bien sûr, pour moi, c'est qu'il faut travailler sur tous les aspects. Après, ce que tu disais par rapport à l'ego, tu sais, ou le fait Oui. d'aujourd'hui prendre ce recul-là et tout, je pense que comme je le vois maintenant, c'est aussi que souvent, j'aime bien raconter sous forme d'histoire cette notion-là. C'est que peut-être tu m'as déjà entendu la raconter dans les masterclass sur qu'on est comme une œuvre d'art. Ça te parle ou pas? Moi, c'est le lapin qui m'avait fasciné, ton histoire de lapin. Oui, il y a toujours des animaux, même après, je suis là. Attends, qu'est-ce qu'il fait déjà cet animal? La puce. Ah oui, la Non, puce, c'est celle vas-y. qui veut tout le temps. J'adore les histoires. Ouais. Ouais, c'est au-delà d'une histoire, c'est qu'en fait, je pense qu'en effet, quand tu dis, il y a des choses qui nous ont marquées et par lesquelles on fonctionne. Si nous, on s'imagine qu'on est comme une toile ou un tableau. Notre vie, c'est un tableau sur lequel, en effet, il y a des endroits où, en fait, si tu veux, il y a des taches d'encre, il y a peut-être des trous, il y a des choses qui sont moins belles à voir. Mais il n'y a pas que ça, en fait, sur ce tableau. Il y a plein d'autres couleurs, il y a plein d'autres choses. Et ce que tu dis dans l'histoire de pleine conscience ou dans la capacité de prendre ce recul-là, c'est de pouvoir voir la toile pour ce qu'elle est. C'est d'arrêter de regarder la toile uniquement au travers des trous, au travers de ces points noirs et de se dire, en fait, toute ma vie n'est que ça. Je ne suis que cette toile qui est moche, alors qu'en fait, quand on prend du recul, on se rend compte que non, en fait, ces côtés où c'est un peu plus noir, ben, en fait, ça crée de la profondeur dans ma personnalité. Ça crée de la beauté sur cette image, par exemple. Quand on a un fond noir, ça met en avant peut-être certaines couleurs qui sont plus vives. Et en fait, à mesure où on avance dans la guérison, eh ben, on peut venir atténuer certaines couleurs. On peut venir reboucher peut-être certains trous. On peut changer certaines choses. Mais on ne va pas enlever entièrement tous ces points noirs. On ne va pas venir changer la couleur entière de la toile. Parce que c'est le fait qu'elle est unique, qu'elle est si belle et qu'elle a autant de valeur, justement. Tellement beau, tellement beau. C'est tellement une belle représentation. J'aime ça, tes histoires comme ça. Si vous voulez suivre justement Marine, elle a un groupe qui s'appelle Renaître, justement le titre de ce live-là, Renaître de l'anxiété. Puis là, je pense que tu es en train aussi de faire un petit penchant dans le monde entrepreneurial, la femme entrepreneur, je crois. Donc, oui, tout à fait. oui, fait qu'est-ce que là, tu as travaillé pendant des années. Tu as une équipe aussi autour de toi, je pense aussi. Hein? Oui, oui, J'ai d'autres coachs. J'ai d'autres coachs qui ont toutes les femmes qui travaillent dans Femme Phoenix, elles ont eu de l'anxiété, des crises d'angoisse. C'était comme, t'imagines, quand j'ai fait mon recrutement, donc je cherchais des coachs, première question. Bon, c'était quand le dernier burn-out? C'était quand la dernière crise d'angoisse? Parce que c'était important pour moi. Je pouvais pas avoir quelqu'un dans mon équipe qui n'est pas... Si on n'a pas vécu ça, pour de vrai, comment... Moi, c'est ça mon ressenti, c'est que je me suis toujours fait aider par des gens qui savaient pas vraiment de quoi ils parlaient. Et en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus agréable que de se sentir en sécurité avec quelqu'un où en fait, on sait que la moindre pensée qu'on va avoir à tout moment, en fait, la personne elle a déjà eu, ou cette sensation, elle l'a déjà ressentie, ou elle a déjà entendu quelqu'un qui l'a ressenti. Et je sais pas, c'est plus fluide, c'est plus simple. Il y a quelque chose qui fait la différence. Et donc, toutes, elles ont aussi vécu. Je trouve que c'est important. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'authenticité dans ma pratique puis que je montre vraiment mes parties d'ombre. Parce que pour moi, c'est ça. C'est la manière que je connecte avec mon monde. C'est que je ne veux pas qu'ils pensent que je suis parfaite. Parce que quand j'allais dans des cabinets de certains psychologues, des fois, c'est presque si je parlais à un armoire à glace qui était juste là pour que je transmette mon vomi, j'appelle ça mon vomi, puis que je restais dans mon vomi, dans mon drame, puis que je ne ressentais pas la compassion. Je ne ressentais pas que la personne comprenait vraiment. Oui, elle avait étudié dans les livres, mais je ne sais pas ce qu'elle avait vraiment intégré, ce qu'elle avait vraiment, ce qu'elle savait de ce que je parlais parce qu'elle n'avait jamais vraiment vécu. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, je connecte souvent avec mes clientes. La première consultation, parce que je fais des bundles mensuels, je leur dis, OK, puis quand je vois leur formulaire, OK, c'est cette partie-là qu'ils veulent travailler souvent, c'est l'anxiété, je leur dis, je ne leur parle pas tout de mon histoire parce que c'est long, mais je leur dis, moi aussi, je veux que tu saches que j'ai déjà vécu ça, je sais c'est quoi, puis je leur parle un peu de mon background parce que pour moi, je trouve que c'est important, comme tu dis, de justement ressentir que la personne
à l'amorcer le chemin, on dit she walk the talk en anglais, là. Oui, oui. C'est ça, parce que sinon, essaye d'expliquer ça, l'anxiété et les crises de panique. Les gens, souvent aussi, tu vas leur expliquer ça, puis tu vas leur dire, OK, soit qu'ils vont dire que c'est bizarre, ou soit qu'ils vont dire, j'ai pas ça, moi, l'anxiété. Souvent, as-tu déjà vu quelqu'un qui avait de l'anxiété dans le déni? Genre, moi, souvent, mes clients, je leur demande, as-tu de l'anxiété? Non, j'ai pas ça de l'anxiété. OK, bien comment va ton sommeil? Puis là, je m'aperçois que la personne est toujours hyper fatiguée, elle pense beaucoup. C'est de l'anxiété. C'est de l'anxiété, mais on a tellement peur d'avoir une maladie mentale que de juste de dire, c'est juste un tag. Anyway, on l'utilise anxiété, mais c'est juste un tag. C'est juste c'est pas, ça fait pas la personne que tu es, même si tu dis que tu as des traits anxieux aussi. C'est juste de pas dire, je suis une personne anxieuse, de te l'approprier comme ça, mais de juste l'observer puis de te l'avouer. Parce qu'il n'y a personne, tout le monde mange bien, puis tout le monde n'est pas stressé quand ils viennent me voir au début. Puis là, quand je gratte, je m'aperçois, OK, il y a de l'anxiété, puis l'hygiène de vie n'est pas optimale. C'est sûr que ça va de soi. Mais c'est vraiment, vraiment super intéressant. Puis là, parle-moi de ton tournant aussi. C'est important aussi qu'on en parle, que tu as décidé de t'enligner un peu plus dans le monde de la femme entrepreneur. Mais c'est-tu pour les femmes anxieuses qui vivent l'anxiété, qui sont entrepreneurs, ou que c'est vraiment... C'est une bonne question. Donc, en fait, Femme Phoenix, j'ai créé il y a 4 ans. À la base, ça s'appelait Vaincre les crises quand j'ai commencé il y a 4 ans. Et donc là, maintenant, c'est incroyable. Je pense que maintenant, on a aidé, je crois, plus de 500. La dernière fois qu'on a fait, c'était genre 520 femmes qui ont fait le protocole et qui ont réussi à sortir de l'anxiété et tout. Même des fois, quand je regarde des témoignages ou quoi, je t'avoue que c'est comme, même là, d'en parler, des fois, je n'arrive pas à réaliser, je pense. Il y a une part de moi qui... Tu sais, quand je vois, ou même des filles qui me disent, ouais, là, il y en a une, je pense à une cliente en particulier qui s'est mariée, ou une qui a réussi à avoir un enfant alors qu'elle prenait les médicaments parce qu'elle ne pouvait pas, une qui a réussi à partir en voyage au Canada. C'est comme d'un coup, j'ai de la joie, puis derrière, je me dis, attends, est-ce que c'est vrai? Genre, est-ce que tout ça, ça existe vraiment? Est-ce que j'ai vraiment construit ça? Toujours une part de moi qui est comme toujours aussi choquée, je pense, d'avoir réussi à faire ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, il y a aussi, je pense que c'est notre nature humaine de toujours avoir envie d'aller plus loin, de découvrir des nouvelles choses et tout. Et je sens qu'il y a une part de moi maintenant que j'ai réussi à ouvrir cette entreprise, qu'elle fonctionne, que j'ai aidé les autres par mon histoire. Je me dis, ben, en fait, il y a plein de femmes qui ont des histoires et qui peuvent aider les autres juste avec ce qu'elles ont déjà vécu. Et je me dis, ben oui, si moi j'ai réussi, pourquoi pas elles, en fait, à créer leur vie, à gagner financièrement bien leur vie en aidant les autres. Donc j'ai envie d'aller vers ça. Donc oui, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu les deux. Mais là, en ce moment, oui, je suis en train de comme créer des nouvelles choses dans ce sens-là aussi. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas mal de clientes qui sont dans cette phase où justement l'anxiété, elle s'est stabilisée, elles se sentent mieux avec ça, qui se sont inscrites et qui me disent, ah oui, mais maintenant, moi, je veux être sophrologue, ou moi, je veux être naturopathe, ou moi, je veux aider les autres. Et du coup, elles viennent avec moi pour dire, OK, Marine, comment toi, t'as fait pour monter ton entreprise? Comment t'as tes clientes et tout? Et du coup, naturellement, je pense que comme je sors aussi de ça, ben, j'ai des clientes aussi qui finalement avaient de l'anxiété, qui continuent avec moi le parcours pour aider les autres. C'est Donc souvent ouais, c'est ça assez marrant. aussi, hein, dans le monde holistique aussi. C'est souvent les gens qui sont soit en naturopathie ou en relation d'aide, puis ça, c'est souvent des gens qui ont beaucoup souffert aussi. Donc, c'est sûr que c'est vraiment ça. C'est sûr qu'il y a un peu la connotation négative de ne pas être encadré d'un ordre, puis tout ça, de la boîte, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui est des charlatans non plus dans le monde de la naturopathie ou dans le monde du coaching. Tu sais, je vois des gens qui jugent. Ah, ben là, c'est pas un professionnel d'un ordre, puis tout ça. Nous autres, au Canada, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'ordre en naturo. Donc, ça permet vraiment à des gens malveillants ou des gens qui ont moins de connaissances d'aller trop loin dans leur champ de pratique. Fait que moi, j'essaie vraiment d'avoir une pratique assez douce de mon côté, mais c'est pas, tu sais, il faut vraiment faire la part des choses aussi. Puis, tu vois, Marine, toi, t'as-tu été à l'université? T'as-tu fait comment est-ce que ça fonctionne en France? As-tu des bacs, vous autres, en France? Ouais. OK. Oui, alors en fait, en gros, moi à la base, on pourrait dire que je suis plus même qualifiée pour aider les gens à entreprendre que aider les gens qui ont de l'anxiété. Pour la petite histoire, moi j'ai fait à la base un master en commerce et je travaillais en entreprise en conseil, donc rien à voir. Et ensuite, j'ai été enseignante de yoga. Et ensuite, pendant que j'étais enseignante de yoga, j'ai repris des études, on va dire, qui étaient des études adaptées avec un médecin qui s'appelle le docteur Lionel Coudron à la fac de médecine à Paris Diderot.
C'était pendant 2 ans et c'était yoga et médecine. Et c'était comment, en fait, comment ça fonctionne au niveau du corps, comment ça fonctionne au niveau du cerveau, etc. Comment est-ce que la respiration, le corps impacte. Et cette histoire elle est assez extraordinaire. Je vais faire une petite parenthèse, mais quand j'ai candidaté à la fac, j'ai été refusée parce que j'étais pas infirmière, j'étais pas du domaine médical puisque j'avais fait un master en business, donc j'avais rien à voir en fait, si tu veux. Et je suis partie en Amérique latine faire donc la formation de yoga. Et il se trouve qu'en Amérique latine, j'étais au Pérou et au Pérou, ils font des cérémonies avec les plantes. Oui. À cette époque-là, moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement rationnel. On m'a dit, il y a des trucs avec les plantes. Je me suis dit, c'est quoi ces gens qui sont complètement starvés? Et on m'a dit, fais cette expérience, tu verras. C'est une bonne expérience et tout, ça va t'aider. Moi, j'étais toujours dans une phase de me rechercher. Mon anxiété, elle s'était stabilisée, mais je pense que quand on a traversé ces choses-là, on est en mode, OK, j'essaye. Il y a toujours pour aller mieux. On me dit qu'il y a ça, je prends. Et donc, j'ai essayé cette expérience-là. Et mon intention, c'était, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de foutre ma vie en l'air? De me retrouver ici au Pérou, d'avoir quitté mon boulot. Je me suis dit, c'était ça ma question. Et en fait, le lendemain de cette expérience, j'ai reçu un appel sur mon téléphone de la faculté de médecine à Paris en me disant bonjour mademoiselle Garnier, le docteur Coudron a vu une vidéo, j'avais fait une vidéo pour expliquer mon histoire avec l'anxiété et les troubles alimentaires. Il a vu votre vidéo et exceptionnellement, il y a quelqu'un qui a annulé sa place hier et on vous donne l'opportunité de commencer à la fac. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi un peu comme un pouce de la vie à cette étape-là de ma vie où je me suis dit oui, en fait oui, je suis fait pour aider les autres. Et donc oui, j'ai fait cette formation par la chance de Dieu ou je ne sais quoi, mais en tout cas, j'ai fait cette formation de 2 ans à la fac de médecine. Et ensuite, j'ai fait à Concordia un diplôme de coaching quand j'étais au Canada. Oh, t'es venu au Canada? Je savais pas. Ouais. Ah, Ouais. à quel endroit? Au Québec? À Montréal, ouais. À Montréal, OK. Oui, parce que Marine, quand elle a annoncé, c'était drôle que j'étais québécoise. Oui. C'est juste on est au Nouveau-Brunswick, on est Acadiens, mais on n'est pas des Québécois au Nouveau-Brunswick. On est vos cousins, les Français, mais on vient toute la même place, tout de même. C'était juste comique. Ouais. C'est ça. Fait que dans le fond aussi, pour les gens qui vivent avec des crises de panique présentement, puis qui vivent avec l'anxiété chronique, si tu avais un message avant que je passe aux questions à dire à ces hommes ou ces femmes-là, qu'est-ce qui serait ton message que tu aimerais leur passer vraiment, que tu aimerais leur dire présentement? Ah, je pense, avant même de leur parler, je pense que j'aurais envie de les prendre dans les bras. Parce que, et ça me met l'émotion de penser ça, mais parce qu'en fait, derrière ça, il y a tellement de souffrance. En fait, derrière ça, il y a tellement de fois où on ne s'est pas écouté, où on n'a pas été entendu. Donc, je pense qu'en fait, la première chose que j'ai envie de faire, c'est les prendre dans les bras et leur dire que genre, ça va aller. Que c'est cette phase-là de leur vie, ça ne sera pas toujours comme ça. Que c'est une phase, c'est juste un moment, mais que tout est possible en fait dans la vie, vraiment. J'en suis la preuve, il y a plein d'autres personnes qui en ont la preuve, tu en es la preuve. Mais que là, pour l'instant, à cet instant T, juste ça va aller et qu'elles vont y arriver en fait. Que si elles sont tombées sur nous, elles vont y arriver. S'ils sont tombés sur nous. Est-ce que tu as fait du yoga, donc tu es ouvert au monde de la spiritualité. Donc, est-ce que tu vois ça un peu, la dépression, l'anxiété, comme des phases de l'éveil? Moi, ça m'avait aidé beaucoup de regarder les symptômes de l'éveil dans des moments où je vivais vraiment beaucoup de symptômes. Après que j'ai arrêté la médication, j'ai dû m'accrocher sur d'autres choses parce que là, je prenais le médicament, c'était ma béquille, mais là, j'avais besoin d'autres béquilles, puis c'est correct aussi. Mais moi, c'est vraiment le monde de la spiritualité qui m'a vraiment fait éveiller à quelque chose de plus grand que moi. Ben, que dans le fond, qui fait partie de moi aussi. Pas plus grand que moi, mais qui fait partie d'un tout. Puis de voir ça comme des symptômes de l'éveil parce qu'en spiritualité, on parle beaucoup que quand on transcende des choses, c'est très inconfortable pour le corps aussi. Puis de justement d'aller voir les symptômes, c'est fou, là, les symptômes. Donc, ça peut être très déstabilisant pour justement quand on passe à travers de certaines phases dans notre vie, que le corps est changeant aussi. Puis de le voir un peu, moi je dis toujours comme c'est comme un avion. Un avion dans le ciel, il y a des turbulences, puis c'est comme le pilote automatique, ben c'est toi, mettons, ton pilote automatique, puis c'est sûr que tu te fies juste sur l'avion, puis tu te sais qu'il va faire la job, mais sinon, tu as tous les mécaniciens, tu as les pilotes, tu as une équipe vraiment, puis ça, c'est vraiment, l'avion va faire la job, mais à un moment donné, si tu ne prends pas soin
de l'avion, si tu ne mets pas de gaz dans l'avion, si que tu ne fais pas la réparation, tout ça, ben, ça va venir que ça va crasher ou que ça va développer des problèmes, qu'il va y avoir des signaux dans le pare-brise à un moment donné. Puis si tu ne les écoutes pas, les signaux dans le pare-brise à un moment donné, ben, ça va amener des maladies, ça va amener des symptômes, puis tout ça. Fait que c'est un peu comme ça, c'est comme si tu es en avion, puis il y a des turbulences, puis c'est correct, puis c'est de juste d'accepter, pas de justement moins réagir à ces turbulences-là, puis de juste, oh, les turbulences, le corps est en train de se moduler pour passer à travers différentes phases de la vie. C'est un peu comme ça que je le vois, puis créer des symptômes physiques. Donc, des fois, ça peut être la migraine, des fois, ça peut être différents symptômes, puis c'est juste, ça va se rendre à vraiment la direction où ce que tu veux paraît, mais c'est sûr que ça peut être inconfortable, mais de ne pas t'attacher non plus que ça va tout le temps être parfait, puis toujours confortable au niveau du corps, parce qu'il doit s'ajuster à l'expérience. Oui. Ouais, c'est une belle... Une analogie, moi aussi, je compte des histoires des fois. Ouais, je pense que moi, j'ai beaucoup de... J'adore parce que justement, dans le mastermind, dans les programmes et tout, j'ai vraiment des clientes de toutes religions monothéistes différentes. Et je pense que qu'on soit croyante d'une religion en particulier ou qu'on soit spirituel de façon générale, je trouve que c'est une aide. Je pense que c'est quelque chose qui est bien. Mais après, c'est tellement personnel et chaque personne, il va tellement y trouver elle-même sa propre histoire ou sa propre signification. Mais je suis certaine qu'en effet, quand on est dans des moments qui sont plus difficiles comme ça nous rapproche de nous poser ce genre de questions, qui sont des questions plus grandes que nous, et donc du coup de trouver nous-mêmes quelle est la réponse qui est juste. Et moi, je l'ai vu avec plein de femmes de différentes religions, le fait qu'elles traversent ça les a renforcées, par exemple, dans leur prière, ou ça les a renforcées dans ce qu'elles croyaient, et ça les a aidées, en fait, à avancer dans ces domaines-là aussi. Donc, moi, je soutiens. À voir, j'ai des questions, je crois. Vas-y, ouais, je pense qu'il doit y en avoir pas mal, non? Céline, on Ouais. doit aussi faire face à notre anxiété. Comme moi, je n'aime pas aller où il y a des grandes foules, parfois, et d'y aller quand même et d'y faire face me fait rendre compte que ce n'était pas si pire que je pensais. L'anticipation de notre anxiété nous rend plus anxieux. Exact. C'est vraiment l'anticipation. Oui. C'est un tourbillon sans fin, ce qu'on embarque vraiment à regarder, puis de tout le temps penser que ça va être la même chose à chaque fois. Tu as fait une crise de panique une fois, c'est sûr que la prochaine fois que ça va le faire de nouveau. Ben, des fois, ce serait bon de s'exposer. J'imagine que tu dois faire ça avec tes clientes aussi, je le fais aussi, de pratiquer l'exposition aussi avec des personnes que tu as confiance aussi. Des fois, ça peut aider de justement d'aller dans des places où que tu ne te sens pas bien, mais quand tu as vu vraiment, oh, il ne s'est rien passé, c'est un peu une façon que la guérison on peut passer par là aussi, par l'exposition, j'imagine. Tu travailles comme ça aussi. Oui, bah déjà, ce qu'on pourrait dire, enfin, moi, ce que je pense par rapport à Céline, déjà, c'est que c'est bien qu'elle ait réussi à aller dans un lieu et à se prouver à elle-même qu'en fait, finalement, dans ce lieu, elle peut être bien. Parce que souvent, c'est comme elle dit, c'est que dans notre tête, on pense qu'on est mal. Mais quand on va dans le lieu, en fait, parfois, on se rend compte que la peur, elle faisait bien plus peur dans notre esprit que dans la réalité. Quand on la rencontre. Parce que des fois, elle n'est même pas là au rendez-vous, en fait. Et pour les expositions, j'ai un avis un peu... En fait, j'ai fait de la TCC aussi, et j'ai eu beaucoup de gens qui arrivent de TCC et qui ont été comme forcés à faire des expositions. C'est pour ça que c'était bien, tu disais le mot confiance. Et quand on a été forcé à faire des expositions, ben, parfois on a ce sentiment de l'avoir fait dans la performance. Moi, j'arrive pas à prendre l'autoroute, donc du coup, je dois me forcer à le faire. Ou aujourd'hui, à telle date, il faut que je fasse ça. Déjà, il y a le problème que quand on planifie quelque chose à une date, à partir du moment où il y a une date, il y a l'anticipation. Donc, ça nous angoisse encore plus. Moi, je trouve que les meilleures expositions, c'est celles qui se font depuis l'intérieur. Quand en fait, on a pris conscience, et d'ailleurs, souvent, c'est même pas une prise de conscience, c'est un ressenti, qu'on se sent plus en sécurité avec soi, et que spontanément, on va dire, ah ben vas-y, il faut aller faire les courses, ben vas-y, j'y vais. Et là, on est aux courses, on se dit, attends, mais c'est un truc de fou. Je me suis même pas dit que je devais aller faire les courses. Enfin, je me suis même pas... Pour moi, les expositions, elles viennent plus de cette racine-là que d'une racine organisée. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord qu'à partir du moment où on les a fait, c'est tellement guérisseur parce qu'à partir du moment où on les a fait, ben, on prend conscience qu'en fait, ça va, qu'on est capable. Et plus on est capable, plus on a confiance, plus on s'expose, plus le cercle vertueux. Oui, oui. Puis, j'ai aussi Tata. Pour tous vos problèmes de couple,
retour d'affection rapide. Non, mais non, ça, je pense que c'est un. J'ai Zoura, je suis exactement ce que tu racontes, Marine. Je suis comme ça. Céline nous remercie de partager ça avec nous. Ça me touche, j'ai vécu l'anxiété, c'était tata. Je ne laisse plus l'anxiété de mener le bout du nez. Vous êtes des super femmes. Donc, si jamais il y a d'autres questions, peut-être que Marine pourra aussi ou moi aller répondre aussi. Le live va rester là sur ma page. Donc, si jamais vous voulez partager aussi, je trouve que c'est important parce que Oui, justement, il y a plein de gens qui vivent encore avec l'anxiété et les crises de panique sans en parler. Autant hommes, ouais, beaucoup les hommes, hein? Les hommes, c'est fréquent aussi. ouais. C'est pas juste les femmes. C'est sûr que c'est beaucoup. Ils disent toujours que c'est une histoire de femmes. C'est sûr que la femme, on est des fois un petit peu plus stressé, mais j'ai vraiment vu beaucoup d'hommes, mais c'est juste qu'ils en parlent moins, je pense. C'est juste ça. Ouais, et je pense aussi qu'il y a que nous, on ressent de la culpabilité parce qu'on a l'impression de ne pas être au niveau. Et je pense que les hommes, ils ressentent encore plus de culpabilité parce qu'il y a aussi leur identité masculine qui est comme mise à l'épreuve. Et je sais que par expérience, parce que maintenant ça fait 4 ans et j'en ai eu des hommes quand même qui avaient envie des fois de s'engager ou quoi sur les accompagnements, mais euh, c'est encore aujourd'hui un faible pourcentage qui sont réellement prêts à faire la démarche d'aller travailler sur eux vraiment, d'investir en eux, de décider de le faire. Euh, Nous les femmes, on a comme cette force ou cet avantage où en fait on dit bon ben non, enfin c'est pas possible. Peu importe mon image de femme ou quoi, je dois de toute façon, il faut que je sorte de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des fois des enfants à gérer, parce qu'il y a tellement aussi des fois de responsabilités qui reposent aussi sur la femme que parfois la démarche aussi du changement, elle est genre pour mes enfants ou pour ma famille. Je pense que l'empathie de la femme aussi fait que parfois, elle est prête à le faire parce qu'elle a tellement d'empathie aussi pour le faire pour les autres qu'elle est capable de le faire. C'est vrai, totalement vrai. Non, Ouais. mais vraiment, fait que dans le fond, je vais juste vérifier, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de. Oui, on a 15 personnes toujours qui regardent, c'est ça. C'est sûr, dans le jour, nous autres, au Nouveau-Brunswick, on est vraiment dans le jour, les gens travaillent. Vous autres, vous êtes à 7 heures, j'imagine, rendu 7 Ouais, il heures. doit être, ça y est, 7h15, c'est passé vite, j'ai même pas regardé l'heure. Ouais. Fait que dans le fond, si les gens veulent travailler avec toi, ils ont juste besoin de te rejoindre sur le site web. As-tu un site web ou Messenger, fais-tu la chose aussi? Fais-tu l'affaire aussi? T'envoyer un petit message? Oui, ils peuvent m'écrire en MP, mais sinon, en vrai, le groupe Renette de l'anxiété, si tu as Renette de l'anxiété, je pense qu'ils vont trouver. Il y a ma tête dessus. Normalement, c'est pas. J'étais blonde à l'époque, peut-être, je crois, sur ma photo. Donc, bon, à part ça, Ah, les enfin, beaux cheveux aujourd'hui. mon changement capillaire, ouais. C'est super belle. Donc oui. Sinon, mon site, c'est. Je pense qu'en tapant Vaincre les crises, c'est toujours facile d'aller me trouver comme ça sur Google. Sinon, via le site, je pense qu'il est toujours bien référencé, mon ancien site. Hmm, Euh, vraiment. Puis en terminant, Marianne, est-ce que tu vis toujours avec l'anxiété passagère qui vient te chuchoter des fois à l'oreille? Est-ce qu'elle revient des fois ou qu'elle est complètement anéantie? Est-ce que ouais. te chuchoter à l'oreille par moment? En fait, je dirais jamais anéanti. Je pense que c'est vraiment cette image du tableau que j'ai pour moi. C'est que je sais qu'il y a des endroits, il y a des coins dans ma vie où si je vais trop m'en rapprocher ou si je vais, par exemple, euh, être dans des situations qui m'y obligent, oui, elle va venir chuchoter, oui, je vais avoir certaines pensées. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai plus peur, en fait, de ces sensations ou de ces pensées. Et aussi, je ne prends pas les choses pour acquises. Par exemple, là, je disais à mes clientes, il y a 3 semaines, j'ai fait un canyoning. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un truc, tu sais, où tu es dans des gorges, tu Oui, descends en oui, oui, rappel, tu peux pas oui. aller aux toilettes quand tu veux. Moi, j'avais peur aussi de devoir aller aux toilettes. J'avais tout le temps des peurs comme ça. Si tu as une crise, là, il faut demander un hélicoptère pour aller te chercher. Enfin bref. Donc, le genre de truc, quand on a de l'anxiété, c'est un peu l'enfer de faire ce genre de truc. Donc, même si aujourd'hui, tout ça, c'est des choses que je fais, j'ai fait le saut en parachute, bon, je fais plein de trucs, eh ben, c'est quand même à chaque fois important pour moi, en fait, de me dire, oui, ben, je suis capable de faire ça et je peux avoir une pensée parfois quand d'un coup, je me retrouve au milieu et que j'ai un peu mal au ventre et je me dis, ah, mais en fait, ça ne dirige plus ma vie. Je pense que c'est juste ça, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a plus. Je dis, c'est cette peur qui est assise. Moi, je suis dans la voiture, elle est assise côté passager. Avant, c'était elle qui conduisait, c'était elle qui faisait que parler, c'est elle qui changeait la radio, elle faisait le frein à main, elle faisait n'importe quoi.
Maintenant, je sais où je vais, j'ai ma direction et tout. Parfois, d'un coup, je sais pas, elle va comme genre, elle lève le doigt, elle va parler, elle va dire, voilà, je pense qu'il y a ça, un peu comme la messagère. Et en fait, je suis toujours OK pour l'écouter, je suis toujours... Et en fait, juste des fois, j'en ris, j'ai pas besoin d'entendre, en fait, ce qu'elle a à dire. Mais j'ai plus du tout peur, en fait, d'elle. C'est juste que la peur, elle est complètement... elle est partie maintenant et je me sens bien avec moi. Et je pense que cette sensation d'être bien avec moi et que ce vide qui existait, qui était tellement là pendant longtemps, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce rapport que j'ai avec moi-même, il fait que elle peut plus rentrer par les failles qu'il y avait avant parce qu'en fait, aujourd'hui, elles sont remplies par l'amour, par le fait de me sentir bien. Alors qu'avant, il y avait toujours des failles et du coup, il y avait toujours un petit courant d'air où elle pouvait murmurer certaines choses. Et il y en a de moins en moins. C'est vraiment beau. Puis là, pour les outils, comme de mon côté, c'est sûr que oui, il y a des vitamines et des minéraux, des suppléments qui aident, mais encore là, pour moi, quand vous faites des consultations avec moi, c'est jamais la première chose que je vais aborder. C'est sûr que l'alimentation, de mon côté, puis de mes clients, je vois vraiment une grande amélioration, mais c'est vraiment une synergie. C'est une homéostasie au niveau du corps et de l'esprit qu'on veut aller chercher. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des plantes aussi qui peuvent calmer naturelles aussi. Il y a vraiment une belle panoplie de produits qu'on peut utiliser, mais jamais pour compenser, mais pour accompagner. J'appelle plus ça comme des accompagnants que de justement prendre quelque chose qui va penser, ben, ça va régler ton problème. Fait que l'alimentation aussi, puis bouger son corps aussi de quelques... Tu sais, le corps, on n'est pas fait pour être sédentaire non plus. En étant humain, on est fait pour bouger. Donc, je ne parle pas obligé d'aller courir ou quoi que ce soit, mais peut-être faire du yoga, de faire des exercices que vous aimez aussi, d'un sport que vous aimez. C'est important de bouger. On stagne tellement l'énergie dans le corps que c'est important d'aller quand même bouger et l'intégrer aussi, puis d'arrêter de vivre juste la partie supérieure. On dirait quand on est des personnes anxieuses, on vit juste là. C'est comme si que le corps subit. Qu'est-ce qui se passe en haut? Juste là. Dans le fond, lui, il veut avoir de l'attention. Donc, il va développer des palpitations cardiaques, des engourdissements de mains, de pieds, tout ça. Mais dans le fond, c'est parce que tu ne donnes tellement pas d'attention, tu n'es plus dans ton corps, tu es juste, ouf, tu es parti, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que si ça peut vous aider de juste voir ça comme des signaux d'alarme, que tu es peut-être trop dans le mental, trop dans essayer de tout comprendre, de justement d'essayer d'analyser. C'est là aussi que ça part l'anxiété. Puis l'anxiété, c'est pas juste ici, c'est partout. C'est vraiment partout dans le corps. C'est pas juste commencer à penser toutes sortes de choses. Il y a vraiment des problèmes de santé qui peuvent venir de la partie aussi, là. Fait que de trop avoir de l'anxiété pendant longtemps, ça peut apporter son lot de problèmes aussi au niveau de la digestion. J'ai vu des gens qui ont de l'anxiété, qui ont développé des troubles intestinaux aussi, la constipation. Donc, il faut évacuer aussi, c'est important. Hein? Les émonctoires sont là pour ça. Fait que c'est sûr, mon côté naturopathique, c'est beaucoup comme ça. Fait que Marine, elle, beaucoup du côté plus émotionnel, d'aller vraiment intégrer sa vérité aussi. Puis moi, j'ai une approche vraiment un peu de tout. Donc, je trouve que vraiment, je suis contente de faire ce live-là avec toi aujourd'hui, puis de justement d'être capable de faire des lives comme ça. On a fait c'est une réussite de justement de parler ensemble comme ça, toutes les deux ayant été des anciennes anxieuses, si on pourrait dire, on va le nommer le tag, puis d'être capable aujourd'hui, puis tout le monde, toute femme ou tout homme pourrait justement, bien, c'est sûr que ça part vraiment d'aller chercher notre vérité puis de se réaligner vers notre vérité, dans le fond, de justement se nommer. Puis c'est libérateur d'en parler aussi. Comme tu disais, pour moi, j'ai guéri une bonne partie du reste qui me restait quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Puis là, l'image en a pris un coup parce que là, Marie-Ève, qui faisait des compétitions de fitness, qui était plus dans l'extérieur, hein, commence à dire qu'elle est imparfaite, puis que justement, qu'elle a vécu avec des troubles au niveau de la santé mentale, tout ça. Puis les gens ne me voyaient pas comme ça. Fait que là, c'est de casser un peu l'aspect image que je devais avoir. Ça m'a libérée. De justement de montrer que je ne suis pas parfaite, puis je n'ai pas à l'être non plus pour personne. Personne. Ouais. Fait que Marine, si tu as un dernier mot à dire, je vais vérifier s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions. Non, pour moi, non, vraiment beaucoup de gratitude. Ce que je dirais, c'est oui, de vraiment, je pense, partager ce live, ça peut vraiment aider, ne serait-ce que pour créer
de la conscience autour de ce que c'est l'anxiété, parce que 2 personnes qui en parlent et qui savent vraiment ce que c'est pas la même chose que quand on entend à la télé ou des choses comme ça. Ouais, voilà, je dirais juste de vraiment pas hésiter à le partager parce que je pense que ça peut juste être tellement une source d'inspiration et je voulais te demander toi aussi Marie-Ève, avant que tu fermes, peut-être qu'est-ce que tu te dirais, tu vois, cette, petite Marie-Ève quand elle a 5 ans, elle a commencé à avoir ses attaques de panique? Tu sais, Ah, genre aujourd'hui, tu j'aurais vois? envie de pleurer. Tu me fais remonter à une émotion de quand je pense à la petite Marie-Ève. Je pense que je lui dirais de justement de se faire confiance, puis de justement croire à la magie. C'est juste ça qui me vient, de croire à la magie, puis que la vie, c'est pas juste survivre. La vie, c'est pas juste de venir au monde puis de mourir. La vie, c'est une expérience. La vie, c'est une expérience, puis j'ai rien à faire pour être. Je suis déjà ce que je recherche à l'extérieur. C'est ce que je dirais, je pense. Trop beau. Ça finit bien. Merci Ouais. beaucoup, Marianne. Ça faisait longtemps que je voulais discuter avec toi, puis tu es une personne, tu as une façon d'utiliser les mots qui sont c'est très profond quand tu fais des lives. Là. On ressent à travers tes yeux aussi, oui, la bienveillance. Merci beaucoup, puis merci à tous les gens qui sont en ligne, puis partagez au maximum, puis c'est possible de bien vivre avec l'anxiété, puis c'est possible de s'en sortir vraiment, puis de bien vivre, même après cette expérience-là. Bonne Ouais. journée! Oui! Bye! Ciao, ciao.